Merci d'être avec nous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, alors vous le savez, nous l'avons abordé dans la précédente table ronde. Nous avons aujourd'hui la nécessité d'embarquer les petites et moyennes entreprises sur tous les sujets que nous avons évoqués précédemment, car nombreuses sont celles qui croient encore que la RSE, la diversité, l'inclusion sont réservées aux grands groupes, faute de moyens financiers et humains. Pourtant, qu'il s'agisse de création d'emplois, de mécénat de compétences ou de dialogue avec toutes les parties prenantes, les entreprises ont toutes un impact à l'échelle de leur écosystème, et ce, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité ou leur localisation. Mais par où commencer ? Eh bien, avec quels acteurs s'engager sur les territoires ? Comment s'inscrire dans une démarche de stratégie durable ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie de deux acteurs économiques qui ont intégré la RSE au cœur même de leur business model pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de notre époque. J'accueille maintenant Sylvain Coutier et Pierre Minaudier. Soyez les bienvenus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, juste avant, je vais vous laisser vous présenter votre activité, mais je rappelle à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin que nous sommes en direct depuis la plateforme Imagina et que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de cette table ronde. Alors, Sylvain Coutier, on va commencer par vous. Vous êtes président du groupe ATF. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité ? Bien sûr. Donc Sylvain Coutier, donc je suis effectivement le président de Groupe ATF. Groupe ATF existe depuis 1995 et est un acteur majeur aujourd'hui sur la gestion de fin de vie des matériels informatiques et télécoms et téléphonie mobile dans les grandes entreprises. Alors, plus concrètement, notre métier consiste à racheter les matériels informatiques des entreprises, plutôt des grandes entreprises, lorsque celles-ci leur renouvellent, en y associant des prestations de collecte, de traçabilité, d'effacement de données dans le cadre de la réglementation RGPD. Et vraiment, notre cœur nucléaire, si je peux dire, c'est de faire du réemploi, donc c'est de prolonger le cycle de vie de ces matériels pour les reconditionner, les remettre en état et les recommercialiser. Alors historiquement, on les commercialisait sur des plateformes, enfin sur un marché de professionnels informatiques, B2B professionnel, et forcément avec le digital depuis 8-9 ans maintenant, on vend de plus en plus de matériel sur nos propres solutions e-commerce, dont la principale aujourd'hui s'appelle Trade Discount et l'autre Laptop Service, et à destination donc du B2C, des particuliers, et de plus en plus également auprès des TPE et des PME. Très bien. Et tout ça, donc on est dans l'économie circulaire, mais également dans l'économie sociale et solidaire, puisque le vaisseau amiral du groupe s'appelle ATF Gaïa et a un statut d'entreprise adaptée, donc elle compte aujourd'hui un peu plus de 60% de personnes en situation de handicap sur l'ensemble de ses effectifs. Donc on est effectivement, la RSE fait partie intégrante de notre ADN depuis son origine, puisqu'on est à la fois sur la dimension environnementale, sociale et sociétale, notamment en termes d'impact. Merci. Alors, on va revenir plus précisément sur votre impact social, sociétal et environnemental. Mais juste avant, Pierre Minaudier, vous êtes cofondateur de Artizen. Pouvez-vous et nous présenter votre activité ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, Artizen, c'est une société de nettoyage écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écologique ? Ça veut dire qu'on travaille qu'à partir de produits soit naturels, qui sont par exemple le vinaigre blanc, le bicarbonate ou le savon noir liquide par exemple, ou alors des produits qui sont dits écolabellisés, qui ont des labels très forts d'engagement environnementaux. Donc nos clients sont des clients à la fois particuliers, puisqu'on travaille sur le secteur ce qu'on appelle du B2C, donc des particuliers, mais on travaille aussi pour des professionnels qui recherchent des services de nettoyage, mais avec une notion engagée. Voilà. Et puis sur le champ de l'impact et pourquoi la RSE, donc nous on a déposé en ce moment un projet d'entreprise d'insertion par rapport à nos publics, donc c'est l'engagement, peut-être qu'on y reviendra dans l'explication. Bien sûr, on va y revenir. Alors, Sylvain Coutier, on l'a vu, l'économie circulaire est vraiment inscrite au cœur même de votre ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se traduit concrètement dans toutes vos activités ? J'aimerais qu'on s'intéresse d'abord au volet environnemental. Encore une fois, aujourd'hui, le fait de prolonger la durée de vie d'un appareil, alors c'est ce qu'on fait nous depuis 25 ans, mais c'est ce qui devient aujourd'hui de plus en plus prégnant, et notamment au travers d'une nouvelle réglementation qui est arrivée en début d'année, qui s'appelle la loi AGEC, alors qui ne concerne pour le moment que les collectivités territoriales, les administrations, et qui leur impose aujourd'hui dans leurs appels d'offres d'équipement de consacrer jusqu'à 20%, enfin d'avoir 20% de matériel issu du reconditionnement, du réemploi. Donc on voit bien effectivement qu'il y a ce mouvement qui s'amorce pour la raison simple, c'est que
On constate on sait que pour fabriquer un ordinateur, c'est comme pour fabriquer une voiture, hein, on va prélever des terres rares, on va utiliser de l'énergie, du transport, donc il y a une empreinte carbone relativement importante avant même qu'on ait utilisé ce matériel. On sait aussi que la technologie évolue beaucoup plus vite que nos besoins. Et donc, il est assez facile d'en déduire que si on prolonge la durée de vie d'un matériel qui a déjà été produit, effectivement, c'est un matériel neuf qui n'est pas produit. À notre niveau, hein, on traite à peu près entre 300 et 350 000 matériels par an. On s'est appuyé sur des chiffres de l'ADEME qui disent, par exemple, que pour fabriquer un ordinateur avec un écran, il faut 240 kg d'énergie fossile, il faut 1500 litres d'eau, par exemple. Et je crois 300 ou 400 kilos de CO2. Et lorsque, en prenant ces chiffres par rapport au matériel que nous on reconditionne et qu'on recommercialise, il suffit de d'adapter ces chiffres-là sur ce qu'on fait nous. Et par exemple, annuellement, ça représente plusieurs centaines de piscines olympiques en économie d'eau. C'est plusieurs fois, je crois une centaine de fois également, le tour de la Terre en avion en économie de CO2. Donc on a un impact très concret sur la préservation de notre planète. Hein. C'est un sujet plus que d'actualité en ce moment avec le dernier rapport du GIEC. Donc encore une fois, tous les appareils que l'on peut réparer et où on peut prolonger la durée de vie plutôt d'en acheter un neuf, forcément, c'est bien pour la planète et donc c'est bien pour les générations futures. Très bien, donc vous avez un impact sur la partie réemploi et sur la partie recyclée. Absolument. Alors, la partie recyclage, c'est pas notre métier. Hein. Notre métier, c'est vraiment le réemploi. C'est d'assurer à nos clients, qui sont principalement des grands donneurs d'ordre, que tout ce qui n'est pas recommercialisable parce que cassé, parce que trop obsolète, donc ce matériel-là va être dépollué, va être acheminé vers des filières de dépollution. Et pour ce faire, nous, on assure simplement la responsabilité que c'est fait dans les règles de l'art, donc conformément aux directives européennes, et en l'occurrence, pour ce qui concerne le matériel électronique, c'est la réglementation des 3E, qui date de 2005, hein, dans sa transposition en France sur le droit européen. Et donc nous, on va simplement assurer à nos clients que c'est fait dans les règles de l'art, mais on s'appuie sur des prestataires dont c'est le métier et qui, eux, bénéficient de tous les agréments et autorisations pour pouvoir séparer les fractions et faire ce qu'on appelle de la matière première secondaire. Très bien, merci. Pierre Minaudy, on va s'intéresser au volet environnemental de votre entreprise. Quel est votre impact ? En fait, quand on réfléchit à son impact en tant qu'entrepreneur, on réfléchit effectivement comment on peut... la première source, c'est la production. C'est-à-dire quand on produit des biens ou des services. Voilà, avec Sylvain, je pense qu'il produit des biens et donc c'est très concret. Nous, on produit du service. Et donc la manière de réfléchir en fait stratégiquement comment on va produire le service dans sa stratégie a directement un impact si on y pense dès le départ. Donc nous, ça a été notre cas, puisqu'on a monté la structure sur notre engagement aussi écologique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la production de services de nettoyage, ce sont des choses assez classiques. Il faut savoir, par exemple, les métiers du ménage et du nettoyage, ça a 3000 ans. Donc après, c'est comment on réinvente en fait ces services-là en faisant différemment. Et nous, on a pris vraiment le parti de se dire comment on peut faire un service qui a une production écologique. Donc on est parti effectivement sur des produits naturels ou écolabellisés, parce qu'il y avait un engagement sur les produits écolabellisés. Il y a plusieurs labels, mais globalement, il y a un impact de moins de 1% sur les labels sur l'impact planète. Si on prend des produits naturels, il n'y a pas du tout d'impact en fait. Il y a de l'impact de fabrication, hein, si on prend toute la chaîne, mais nous, en tant qu'utilisateurs, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Donc ça, on l'a pensé dès le départ, mais aussi comme une stratégie de positionnement aussi par rapport à notre entreprise, pour se démarquer aussi des entreprises du secteur. Donc ça, quand on réfléchit stratégiquement à son environnement, il faut y penser dès le départ, ou au moins dans une volonté de transformation. Le deuxième point, c'est qu'il y a toujours, en fait, dans une entreprise, des sources de pollution qui sont à réfléchir. Et là, il y a plusieurs démarches qui existent, des démarches de certification, que ce soit les labels Lucie, les labels en vol, les labels de 14001, etc. Donc il y a une panoplie de labels qui est à votre disposition en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise pour s'engager dans une démarche vertueuse. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on s'engage dans une labellisation en vol. Et ça commence tout simplement par un audit de comment on produit les choses. Nous, on sait très bien typiquement que pour aller chez nos clients, qui sont des clients particuliers en majorité,
ça nécessite de faire des déplacements. Donc, comment on réfléchit à notre calcul en termes d'impact carbone. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on est en train de traiter. Et au-delà de ça, c'est comment on favorise des déplacements doux. Parce que c'est possible. Nous, on a des intervenants qui sont des aides ménagers ou des aides ménagères qui sont plutôt dans des zones de la ville. Et là, l'idée, c'est d'avoir on va dire un matching le plus proche possible entre nos clients et nos collaborateurs. Donc ça, c'est un travail que peut faire l'entreprise, finalement, de juste réfléchir à son organisation et du coup de baisser son impact écologique. Et après, il y a des engagements qu'on peut prendre pour aller au-delà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé son impact, c'est de dire comment finalement on arrive à la neutralité carbone. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que des fois, c'est pas possible. En tant qu'entreprise, on a forcément ce qu'on appelle des externalités négatives. Et bien là, nous, notre projet, c'est plutôt d'aller acheter des bois et de planter des arbres et d'arriver à un impact zéro. Voilà, donc on essaye d'avoir une démarche dès le départ, à la fois de construction des services d'une manière la plus environnementalement acceptable, et après, sur ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser. Voilà, donc ça a été notre approche sur la partie impact environnemental. En tout cas, c'est une démarche. Voilà, nous, on a créé l'entreprise il y a 1 an et demi, mais ça a été tout de suite, en fait, dès le départ dans la stratégie de l'entreprise. Très bien. Donc, c'est plutôt à penser en amont. Et que diriez-vous aujourd'hui à une entreprise qui n'a pas, faute de temps, faute de moyens, réfléchi? Il faut restructurer absolument tout leur business model. Comment peut-elle agir? Non, je pense qu'il y a des phases comme tout changement stratégique. Souvent, on le fait pas de manière drastique. Plus l'entreprise d'ailleurs est importante et plus c'est difficile à faire, puisqu'on peut pas changer un business model. On peut le faire, mais ça nécessite quand même beaucoup alors, soit de courage, soit d'inconscience des fois. Mais je dirais qu'il y a des étapes en fait de transformation vers une démarche. Et il y a des indicateurs qui existent où on peut se fixer des indicateurs de progression. En fait, toutes les démarches de qualité sont faites comme ça. C'est-à-dire qu'on se fixe un premier niveau, qui est un premier niveau de maturité. Et puis on monte, je dirais, les marches de l'escalier au fur et à mesure jusqu'à atteindre le niveau qu'on a ambitionné, et puis même des fois on peut le dépasser. Voilà, parce que des fois on peut se freiner aussi en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, sur des seuils à atteindre, et finalement on voit que quand on atteint ce seuil, on peut peut-être aller au-delà aussi. Très bien, merci Pierre Minaudet. Sylvain Goutier, avant d'aborder la question de l'impact social et sociétal de votre entreprise, est-ce que vous voulez réagir? Oui, je dirais que ce qui est important, je pense que de toute façon, c'est pour aller vers une démarche plus responsable en tant qu'entreprise, de toute façon, ça passe par déjà la volonté du dirigeant. Donc, il faut que le dirigeant soit convaincu de ça. Après, je partage l'avis de Pierre. Bien sûr qu'on ne va pas tout régler, on va pas tendre. C'est compliqué de tendre vers une neutralité carbone, par exemple, en fonction de son activité. Mais ce sont des petites étapes. Et puis finalement, ce qui est important, c'est d'entrer dans cette démarche. C'est un peu comme on dit. Ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc c'est de rentrer dans cette démarche-là, de faire des petits pas. Effectivement, nous on est rentré maintenant depuis bon nombre d'années sur une certification ISO 14001. Donc ça a permis d'avoir une communication interne, une sensibilisation auprès de l'ensemble des salariés sur le fait d'éteindre son écran, sur le fait d'éteindre la lumière, sur la consommation du papier. On a la chance de faire du réemploi, de récupérer des imprimantes, souvent avec du papier dedans, de récupérer plutôt que d'en acheter. Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là permettent effectivement de faire des économies. Après, il y a des choses qu'on peut compenser, mais encore une fois, c'est de sensibiliser les gens à cette approche-là, parce que finalement, on est tous dans le même bateau, et on voit bien en ce moment, encore une fois, avec les rapports assez alarmants concernant la planète, que de toute façon, il est important d'agir. L'autre point que je voudrais évoquer, c'est vrai que c'est compliqué quand on est entrepreneur de faire des choix vers des solutions, et qu'on a souvent tendance à penser que la RSE, ça coûte. C'est ce qu'on disait déjà du développement durable, on le dit aujourd'hui de la RSE. Alors j'ai envie de dire oui sur certains aspects, et oui il y a peut-être quelques années, mais aujourd'hui c'est plus forcément le cas. Et en tant qu'entrepreneur, il est important de voir ça comme un investissement avec un ROI. Alors, qui est plus ou moins long, mais c'est souvent le cas. Je vais prendre un exemple très concret chez nous. On a aujourd'hui un atelier de plus de 5000 m², donc une usine de 5000 m² en production.
qu'on avait fait construire avec des gros des grosses lampes qui étaient très hautes, à 7 ou 8 mètres sous ferme, avec des ampoules classiques. Il faut avoir une nacelle pour aller changer l'ampoule quand elle ne marche pas, et en termes d'éclairage, c'est pas génial et ça consomme, quoi. Et on a tout remplacé par du LED. Alors certes, oui, c'est un investissement tout sauf neutre, mais le retour sur investissement a été fait au bout d'un an. Bien sûr, et penser à long terme. Et là maintenant, effectivement, les ampoules, c'est pas des ampoules, mais les LED ont une durée de vie beaucoup plus longue. Ça préserve, on en revient un peu sur le côté social aussi, ça préserve la santé de nos salariés, parce que nous, un ordinateur d'occasion, il faut regarder s'il n'y a pas de traces, s'il n'est pas cassé, etc. Et donc d'avoir une bonne lumière pour pouvoir bien faire son travail, c'est important, et surtout pour préserver la santé de nos salariés. Si la lumière n'est pas bonne, la personne va forcer sur les yeux, et au bout d'un moment, elle va avoir une pathologie liée à sa vue. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là, et encore une fois, aujourd'hui, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à mettre en œuvre qui sont peut-être en apparence coûteuses sur le moment, mais qui, in fine, sont quand même bénéfiques pour l'entreprise et pour ses salariés. Pierre Minaudier, je vois que vous vouliez réagir. Je veux bien réagir parce que je peux tout à fait corroborer ça. En fait, dans notre cas, par exemple, le fait d'utiliser des produits écologiques naturels, c'est moins cher pour le client. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, de construire un produit ou de se servir d'un produit chimique, ça coûte plus cher à l'achat que d'acheter des produits naturels. Donc il y a un impact direct même pour nos clients en termes soit on leur vend les produits, soit eux-mêmes les achètent. Et en fait, on leur dit, techniquement, vous allez baisser votre facture parce que finalement, en ayant finalement un impact vertueux pour la planète, on revient à des produits d'avant. En fait, finalement, on revient à quelque chose qu'on faisait avant et qui n'a pas d'impact sur la planète, qui est beaucoup moins cher. Donc en fait, on voit que même en créant une stratégie avec un impact environnemental engagé, on peut aussi avoir des opportunités de baisse de coûts. Et je corrobore tout à fait l'aspect santé et sécurité, parce que dans nos métiers, c'est un gros sujet. Nos intervenants, nos aides-ménagers et aides-ménagères qui sont en contact avec des produits chimiques toute la journée. Il faut savoir que nous, dans notre métier, dans notre branche, dans ce qu'on appelle l'aide à la personne de manière générale, il y a 9,6% de taux d'accident du travail. Et ça inclut les problèmes de bronches, de poumons, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que, en baissant les sources qui sont nuisibles en fait, pour ces accidents de travail, ça réduit aussi la source d'accident de travail. Et donc, automatiquement, pour l'entreprise, c'est un gain parce que c'est plus de productivité, entre guillemets, puisque les salariés sont plus là, ils sont moins malades. Donc, c'est un impact sur nos salariés, puis c'est un impact sur nos clients, parce qu'il faut savoir que dans l'air que vous respirez chez vous, quand vous êtes dans votre appartement ou dans votre maison, sur 100% on va dire, de ce que vous respirez qui est toxique dans votre maison, 90%, ça vient des produits ménagers. Donc si on réduit déjà ça, ça a aussi un autre impact aussi directement chez les clients. Donc en fait, on voit qu'avec une démarche vertueuse, il n'y a pas que des coûts, il y a aussi beaucoup de gains derrière qui sont engendrés. Très bien, merci pour ce témoignage. Sylvain Coutier, comment jouez-vous votre rôle d'entreprise sociale ? Encore une fois, on est dans l'économie sociale et solidaire, et finalement, c'est tout comme la notion environnementale qui est liée à l'essence même de notre métier, donc de préserver l'environnement. Finalement, la question sociale était aussi dans notre ADN. On s'est développé à la fin des années 90 de manière importante, et voilà, par sensibilité personnelle de moi-même et de l'associé que j'avais à l'époque, on s'est porté vers l'insertion. On s'est dit, quitte à recruter des personnes, autant le faire pour des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi, et naturellement, ça s'est porté vers les personnes en situation de handicap. Donc ça se fait pas tout seul. Voilà, c'est au départ, encore une fois, comme pour la RSE et comme pour l'environnement, il faut avoir une démarche et une volonté d'entrepreneur de tendre vers ça, même si on n'y connaît rien. Mais c'est ce qui révèle aussi le sens qu'on donne tous les jours à son action. On a tous besoin de savoir pourquoi on se lève le matin et de se sentir utile, comme n'importe quel salarié. Et donc voilà, d'aller vers cette démarche-là, ça permet à des personnes qui à un moment de leur vie ont eu un accident, mais qui n'est pas forcément un accident de travail d'ailleurs, qui peut être un accident domestique. Il faut savoir que on est une dizaine de personnes dans la salle, beaucoup plus derrière sur Internet, mais il faut savoir qu'au cours de notre vie, il y a une personne sur 3 qui va être confrontée au handicap directement. Donc ça peut nous arriver à tous demain matin. Et partant de ça, voilà, c'est de dire ces personnes-là qui n'ont pas eu de chance à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour les remettre en situation d'emploi. Donc il faut déjà
les remettre au travail, entre guillemets, c'est leur redonner un sentiment, alors des notions qui sont assez, à mon goût, peu utilisées en entreprise et qui devraient l'être beaucoup plus. Nous, les personnes, quand elles intègrent l'entreprise, les premières choses sur lesquelles on va travailler, c'est sur le sentiment d'utilité, c'est sur l'estime de soi. Voilà, je sers à quelque chose, je suis pas enfermé chez moi, isolé, j'ai une tâche à réaliser qui fait partie d'un tout. Parce qu'encore une fois, seul on n'est rien. Hein, et donc voilà, donc c'est déjà de travailler sur ces notions-là. Et finalement, c'est aussi d'avoir une approche managériale où c'est autant aux salariés à s'adapter à l'entreprise que l'entreprise à s'adapter aux salariés. Donc c'est un management différent, c'est un encadrement un peu plus conséquent. Et puis derrière, c'est professionnaliser, c'est travailler sur le parcours professionnel de la personne, sur sa montée en compétences pour qu'elle reprenne pied. Et voilà. Et donc là, c'est tout un process RH aussi, toute une approche peut-être un peu différente qu'on retrouve dans le domaine de l'insertion avec des spécificités, mais qu'on retrouve beaucoup et qu'on voit beaucoup dans le domaine des entreprises adaptées. Il y a vraiment une ingénierie RH, je pense, qui serait très profitable à toutes les entreprises entre guillemets dites plus classiques. Et voilà, et partant de ça, voilà, ça permet à des personnes de reprendre pied. Et la grande fierté qu'on a quand on est entrepreneur dans une entreprise comme celle-ci, c'est finalement de montrer que on peut avoir une très forte croissance, une performance économique, être compétitif, être sur un marché concurrentiel, avec une très forte majorité de personnes dites fragilisées et pour autant être compétiteur. Et donc la performance économique n'empêche pas l'impact social. Voilà, ça c'est important de le dire en entreprise parce que le handicap aujourd'hui fait encore peur. Il y a encore des préjugés sur le handicap, sur la diversité. Enfin, voilà. Et quand on est ouvert sur le handicap, on est aussi ouvert sur la diversité. Voilà. Donc on prend plus tous ces aspects-là comme une richesse. La diversité, c'est une richesse plus que ça appauvrit. Et donc voilà, ensuite c'est une émulation. Et puis voilà, encore une fois, ça donne une énergie à tout le monde et à moi en particulier. Ouais. Très bien. Est-ce que vous travaillez, vous collaborez en tout cas avec des organisations, des associations autour de ces sujets liés à l'insertion professionnelle? Alors beaucoup pour une des problématiques aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un taux de chômage qui a baissé en France récemment, et tant mieux, mais qui est encore 2 à 3 fois supérieur pour les personnes en situation de handicap, principalement aussi parce qu'elles sont très peu formées. Alors je disais, il y a un savoir-faire dans les entreprises adaptées aujourd'hui, notamment dans le monde du handicap, en termes d'ingénierie de formation et de montée en compétences. La vraie difficulté derrière, c'est déjà d'avoir les candidats pour pouvoir rentrer dans ce cycle-là. Donc on s'appuie beaucoup effectivement en local sur des associations, sur des missions locales, sur des centres de réadaptation, alors bien évidemment avec les acteurs traditionnels que sont les pôles emploi, les Cap emploi, mais la problématique dans nos métiers en règle générale, de toute façon, ça reste le sourcing. Alors c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que la problématique du recrutement aujourd'hui touche toutes les entreprises. Mais voilà, à partir du moment où on a des candidats, alors, effectivement, qui n'ont pas forcément ces compétences-là, tout d'ailleurs, c'est même pas le but recherché, mais qui bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on peut s'inscrire dans cet accompagnement, dans cette montée en compétences pour les rendre autonomes. Et aujourd'hui, on a une fonction différente depuis 2 ans et demi en entreprise adaptée. Donc la majorité des personnes qui sont chez nous et qui sont en situation de handicap le sont en contrat à durée indéterminée. Mais on a aujourd'hui une nouvelle orientation qui s'appelle le contrat à durée déterminée tremplin notamment. On a un peu la même vocation que dans l'insertion, c'est-à-dire d'avoir des profils qui sont éloignés de l'emploi, de les faire monter en compétences sur un maximum de 2 ans selon la compétence vers lesquelles on veut les emmener, pour qu'elles soient employables ensuite par des entreprises classiques qui elles-mêmes sont soumises à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, qui, je le rappelle, aujourd'hui est de 6% pour toute entreprise de plus de 20 salariés. Donc on est un tremplin vers l'emploi, c'est-à-dire qu'on va former, même pour certains clients, des personnes, et puis une fois qu'elles sont formées, elles vont être embauchées en CDI dans ces entreprises-là. Donc là, on a un travail au sein de l'ensemble de l'écosystème, parce que ça va concerner nos clients, nos fournisseurs. Voilà, donc c'est d'embarquer aussi et de changer l'image que toutes ces entreprises et que le monde de l'entreprise en général aujourd'hui peut porter sur le handicap. Très bien, merci. Pierre Minaudier, vous voulez réagir évidemment. Je sais que vous avez mis en place un parcours de formation et que vous agissez beaucoup aussi sur l'insertion professionnelle, mais pas que. Oui, en fait, au départ du projet, on n'était pas du tout dans l'insertion, pour être très honnête. Mais par contre, on avait détecté que dans le marché du service à la personne ou du nettoyage, c'est un marché avec quand même beaucoup de problèmes sociaux.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a lancé le projet avec mon associé qui est Sandrine, et on voulait vraiment essayer de changer le monde à notre échelle, hein, et de faire quelque chose par rapport à ces problématiques sociales. Donc il y a 3 indicateurs que nous, on avait repérés comme assez marquants des problèmes sociaux du secteur. Le premier qui revient à ce que Sylvain a dit, c'est-à-dire le taux de formation. Nous, dans nos métiers, il y a un salarié sur 2 qui n'a jamais eu de formation. Mais quand on dit jamais de formation, c'est y compris la formation initiale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent sans bagage, sans rien. Et donc ça, c'est une vraie problématique du secteur. Et derrière, il y a pas de il y a une formation professionnelle, il y a un diplôme, il y a un titre professionnel qui existe, mais il y a très peu d'entreprises qui s'engagent à former, malheureusement. Mais c'est lié, voilà, à l'historique et comment c'était géré. Il y a une deuxième problématique qui nous a frappé, c'est un taux de pauvreté, y compris des personnes en situation de salariat. Il faut savoir que nous, dans nos métiers, 1 personne sur 5 est en taux de pauvreté, c'est-à-dire qui est en dessous du seuil de pauvreté, malgré sa situation de travail. Souvent lié à des contrats précaires, à du temps de travail très très court, du CDD. Moi, j'ai vu des personnes avec des CDD de 6 heures. Voilà, donc des choses qui sont, enfin voilà. Moi, que je ne comprends pas en tant que dirigeant que ça soit possible. Voilà. Faut savoir aussi qu'on a une convention collective, et je me bats un peu contre ça, qui permet, nous, de payer nos salariés moins que le SMIC. Je ne croyais pas que c'était possible, mais c'est possible. Donc voilà, on a un ensemble de facteurs qui font qu'il y a un taux de pauvreté qui est assez important. Et le dernier facteur, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure sur le taux d'accident du travail, voilà, qui est très important dans notre branche. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, créons une stratégie différente pour essayer de combattre en fait ces problématiques sociales. Et comment concrètement on met une stratégie en place pour faire ça. Donc il y a des choses assez simples. Donc sur la formation, ça nécessite un engagement fort, c'est-à-dire de se dire j'ai vocation dans ma mission d'utilité sociale, dans ma mission au cœur de l'entreprise, j'ai à cœur de professionnaliser ces métiers. Et ça fait partie, c'est inscrit dans notre mission. Et donc nous, on s'engage à professionnaliser nos collaborateurs, c'est-à-dire que 100% des personnes qui passent par chez nous seront formées. Donc ça fait déjà ça, mais pour faire ça, comment on fait concrètement? Moi, j'ai la chance d'avoir une associée qui a monté des centres de formation, des CFA, etc. Donc ça fait partie finalement de notre stratégie dès le départ, d'engager des modules de formation qu'on a fait à la fois en respectant le titre professionnel et en adaptant cette formation aux besoins de notre entreprise. C'est-à-dire, nous sur le ménage écologique, on les forme sur les techniques, comment utiliser ces produits-là, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est stratégique, parce que si on forme, et c'est pareil, on parlait tout à l'heure d'investissement, de retour sur investissement, la formation, c'est les talents d'aujourd'hui et de demain, et plus ils sont formés, et pour nous, plus ils seront compétents et productifs, même si, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais forcément ils seront mis dans leur basket en faisant leur métier. Donc ça, c'est un axe qui est assez concret, que tout entrepreneur peut mettre en place, c'est regarder vraiment l'axe de formation, qui est pour moi tout le temps un axe stratégique. Quelle que soit l'entreprise, la formation, c'est stratégique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le taux de pauvreté. Donc comment on fait pour finalement créer de l'emploi en se disant comment je peux faire, par exemple, du 35 heures sur des métiers de nettoyage. Moi, je vous engage à faire 35 heures de ménage par vous chez jour. C'est très, très physique, très, très compliqué, et c'est pas possible d'offrir un 35 heures. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrats, entre guillemets, précaires. Donc nous, on a pris une approche différente. Déjà, on a dit, au lieu d'imposer un temps de travail, c'est vous, en tant que humain, personne, qui allez nous imposer votre rythme de travail. C'est-à-dire, vous êtes étudiant, vous pouvez bosser que 24 heures, et on vous prend en contrat de 24 heures. Je prends des situations concrètes de gens qu'on a dans l'entreprise. Vous êtes papa au foyer ou maman au foyer, vous avez besoin de votre mercredi, on ne vous met pas de prestation le mercredi, on vous fait un contrat adapté. Voilà. Et tout ça, en fait, ça se réfléchit en fait parce que c'est des freins en fait à l'emploi, c'est des freins à mobiliser les salariés. Et en fait, au lieu d'imposer finalement que l'entreprise impose un temps de travail, elle va s'adapter en termes d'organisation et de stratégie à la ressource disponible qui sont nos collaborateurs. Très bien. Et ça, c'est hyper important parce que psychologiquement, quelqu'un qui choisit son temps de travail, il n'est plus en situation de se mettre en taux de pauvreté, c'est lui qui choisit finalement son niveau de vie.
Après, la problématique qu'on a eue, c'est comment les personnes qui veulent travailler à 35 heures, comment on leur fait faire 35 heures dans l'entreprise. Donc nous, on a pris le parti de regarder où est-ce qu'il faut être au minimum de prestations pour être à l'équilibre économique. Et c'est ce que font toutes les entreprises, c'est-à-dire notre taux d'activité pour regarder qu'on puisse payer les salaires et puis avancer comme ça. Donc nous, on a déterminé que c'était entre 27 et 28 heures par semaine pour un contrat de 35 heures. Sur le reste du temps, on s'est dit comment utiliser finalement cette ressource disponible des 7 ou 8 heures, qui fait quand même une journée par semaine, en temps disponible. Et ça, en stratégie, on s'est dit, au lieu d'embaucher des managers, on va mettre une organisation différente en place, qui fonctionne par communauté et qui va être en autonomie. Donc l'idée de l'autonomie, c'est que par exemple, nous, c'est des communautés de 7 à 8 personnes qui gèrent leur planning, qui gèrent leur service client, et donc, au lieu de monter des services de cadre ou de manager, on délègue des responsabilités en fait aux intervenants, qui du coup montent en compétences. Et donc, on a essayé de trouver des solutions concrètes, à finalement de la ressource disponible qui était là. Par contre, ça nécessite un accompagnement, et comme le disait Sylvain, nous, on a aussi des publics très fragiles, plutôt cabossés dans leur parcours, mais pas tous. Donc, il y a aussi des éléments moteurs qui sont là, qui peuvent accompagner. Mais par contre, effectivement, il y a toute une phase de je reprends confiance en moi, je travaille en groupe, et les outils pour travailler en groupe, etc. Et tout ça, c'est de la formation, en fait, finalement. Et c'est du bonus pour l'entreprise. Et c'est du bonus pour l'entreprise. Sylvain Coutier. Oui, je voudrais ajouter, encore une fois, ça montre bien que ça passe déjà par la volonté du dirigeant de réfléchir à des solutions un peu originales. Je pense qu'en plus, on est dans une période où c'est le moment de le faire. Le Covid a bouleversé un peu les manières de fonctionner, le télétravail, le travail à distance, 2 jours par semaine, etc. Et donc, c'est le moment d'inventer des systèmes un peu hybrides. Là, c'est assez ouvert pour ça. Et l'autre point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'on a beau, nous, vouloir faire ça, si on n'a pas de clients, on fait quand même pas grand-chose. Et moi, une de mes fonctions, c'est auprès de nos clients, qui sont en plus, nous, des grandes structures, donc des grands donneurs d'ordre, qui sont dans des tours à la Défense, etc., et qui ne voient pas forcément tout ce qui se passe derrière. Donc moi, mon rôle, et notre rôle, souvent en communication, c'est de leur montrer, de rendre visible l'invisible, et de leur dire, voilà, grâce au contrat qu'on a signé ensemble, vous nous avez vendu vos machines, mais toute action a des conséquences, et il y a des choses qui se passent derrière. Et le fait de traiter X dizaines de milliers de machines ou X milliers de machines, ça se traduit derrière, par la pérennisation du modèle, donc la pérennisation des personnes fragiles qui sont en emploi, donc ils vont le garder, et puis on va en créer d'autres. Et finalement, les emplois qu'on crée, si on n'a pas de clients, on ne les crée pas, donc on les crée ensemble. Je me réfère un peu à ce qui a marqué sur les murs de l'auditorium. C'est la raison d'être. Pour une croissance responsable, agir ensemble, et effectivement, c'est avec nous et c'est grâce à nos clients que l'on a de l'impact social. Moi, si j'ai pas de clients, j'ai pas d'impact social avec toute la bonne volonté que je peux avoir. Donc voilà, encore une fois, c'est un travail d'équipe et ça se fait avec l'ensemble de notre écosystème. Donc il faut leur faire savoir, il faut leur dire, parce que même pour eux, un acheteur qui prend une décision, lui, il n'a pas forcément conséquence de ça. Et le fait de lui dire, il va se sentir impliqué et du coup, il va aussi se sentir utile, parce qu'il est comme tout être humain, il en a aussi besoin, quoi. Donc ça, encore une fois, c'est d'avoir cette résonance auprès de l'ensemble des acteurs. Très bien. Vous venez juste d'aborder la question des dirigeants qui sont peut-être pas suffisamment formés ou sensibilisés. Quel est votre avis quand vous croisez d'autres dirigeants d'entreprise au cœur des territoires? Ils sont sensibilisés, ils sont plutôt équipés, ils se disent OK, on va passer à l'action, ou on a peur, on a des freins. Quel est votre ressenti? Bon, je pense qu'il y a encore des freins, oui, bien sûr. Encore une fois, la ressource la plus importante, la richesse la plus importante d'une entreprise, c'est l'humain. Et à partir du moment où on met l'humain au centre des priorités de l'entreprise, on fait de la RSE. C'est aussi simple que ça. Pierre Minaudier. Voilà, je vais rebondir sur 2 points. Sur les clients, c'est vrai, en fait, c'est totalement vrai. Nous, ça fait partie de notre discours presque marketing, en fait, de présenter ce qu'on fait et comment on le fait. Parce que finalement, nos clients, qui sont aussi des clients particuliers, ils s'attachent aussi à ces valeurs-là. Donc, nous, notre positionnement, c'est pratiquement d'aller chercher le segment de clients qui partagent ces valeurs-là, on va dire sociales, engagées, écologiques, etc. Donc ça, je dirais que c'est presque, ça fait partie de notre stratégie marketing qui est liée à notre stratégie RSE, finalement. D'autre part, je rebondis sur l'emploi. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est vous prenez un contrat chez nous. S'il y en a 6 ou 7 à faire la même chose comme vous dans le quartier, on peut créer un emploi. Et ça change la donne en fait de la relation parce que nous, notre taux, c'est pas notre chiffre d'affaires, c'est le nombre d'emplois qu'on crée.
Il y a le chiffre d'affaires, bien sûr, mais ce n'est pas notre indicateur principal. Quand on discute en réunion commerciale avec les commerciaux, nous, notre indicateur principal, c'est combien d'emplois on a créé cette semaine. Voilà, c'est une autre mentalité, en fait. Quand on réfléchit, quand on met l'humain au centre, on ne réfléchit plus sur les mêmes indicateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et après, j'ai envie de vous dire, il y a ce facteur en fait humain, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il doit être stratégique et à développer. Et malgré les actions de RSE, c'est l'escalier que j'expliquais tout à l'heure, c'est on met des choses en place. Nous, notre vision, c'est comment on change de vision et de représentation sur le métier d'aide ménager, parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Mmh. Et en fait, qu'un aide ménager puisse faire du planning, puisse faire du service client, c'est-à-dire que le monter en compétences, nous, notre ambition, c'est ça. C'est pas de... Oui, c'est de faire le service et de bien le faire auprès de nos clients, mais c'est aussi d'inspirer que ces métiers-là ne sont pas des métiers uniquement que pour des publics fragiles ou pour des personnes qui n'ont pas de qualification. Voilà. Nous, j'ai l'exemple dans l'entreprise, on a une ingénieure qui vient des arts et métiers qui fait ce métier-là et qui est aussi responsable de notre planning parce qu'elle ne trouvait plus de boulot. Voilà, on en est là quand même dans la société aujourd'hui. Et moi, je suis content de l'accueillir parce que je sais que ça va être une personne forte pour notre entreprise qui va pouvoir être locomotive d'autres. Voilà. On parle d'indicateurs au service de la RSE. Alors, est-ce que vous vous appuyez sur certains outils pour mesurer votre impact et lesquels? Oui, alors aujourd'hui, nous, on a travaillé avec une société qui s'appelle Biomatitude et qui analyse l'impact territorial d'une entreprise au travers de l'ensemble de son activité. Donc, ça va analyser l'activité, les impacts environnementaux, la masse salariale, la qualité RSE, entre guillemets, des fournisseurs. Et pour ce qui concerne le groupe ATF, aujourd'hui, le résultat de cet indicateur nous permet a traduit que quand un client nous confie 1 euro de chiffre d'affaires, il y a 55% de cet euro qui est réinvesti sur le territoire, soit dans l'emploi, soit dans la préservation de l'environnement. Et donc, typiquement, pour des marchés demain, des collectivités territoriales et même des entreprises, voilà, ça permet d'avoir une action très concrète sur notre territoire, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue environnemental. Sur l'aspect, alors ce n'est pas des indicateurs, mais c'est l'indicateur groupe ATF. Mais on est curieux de le connaître, de le découvrir. Non, mais comme quoi ça part alors ça part aussi du dirigeant, mais que ça part c'est de la manière dont on le communique auprès des salariés. Au tout début du Covid, on a 50% de personnes fragilisées qui ne sont pas au travail et ceux qui viennent travailler, qui, comme nous tous, sont dans une anxiété, une paranoïa, une peur bleue du Covid. Donc c'est compliqué, donc c'est beaucoup de communication auprès des salariés. Et puis moi un matin, j'entends sur Inter un professeur de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny qui dit très très cash, voilà, il y a des gens qui meurent, qui peuvent même pas dire au revoir à leur famille parce qu'ils sont contagieux, parce que etc. Et moi je cherche par Twitter, etc. d'arriver à rentrer en contact et j'arrive à rencontrer en contact avec cette personne-là. Et on a fait don au service de réanimation de l'hôpital Avicenne d'une dizaine de tablettes. La personne nous a renvoyé des photos de patients qui étaient en train de mourir et qui disaient au revoir à leur famille, avec des photos qui étaient assez dures. Et puis, moi, j'ai montré ça aux salariés qui avaient peur de venir travailler le matin. En leur disant, vous voyez, non, on ne va pas s'arrêter. Et voilà à quoi ça sert qu'on se lève le matin dans ce contexte actuel. Et finalement, derrière, il y en a d'autres qui sont venus dire, moi, j'ai l'école de mes enfants, enfin, la scolarisation à distance. Et on s'est mis à voir des actions comme ça, donc pour les antennes du SAMU, on a livré des écrans et des casques pour les prises de rendez-vous et la téléconsultation. Donc on a fait ça sur pas mal d'établissements de la PHP sur Paris. Donc ça au niveau plus régional, on va dire. Et puis on l'a fait au niveau local également avec Grand Paris Sud pour l'université d'Evry où il y avait des étudiants qui avaient des examens passés mais ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc on a donné 300 ordinateurs portables pour ces étudiants-là. Et puis toujours à la demande de Grand Paris Sud qui représente aujourd'hui 23 communes, on a fait don de 350 ordinateurs également pour chaque commune et pour les familles nécessiteuses pour que les enfants puissent suivre la scolarisation à distance autrement que sur un smartphone qui ne fonctionne pas, quoi. Et finalement, donc on a bien évidemment communiqué et ça a été assez gratifiant pour nous d'avoir ce retour des personnes qui bien évidemment nous ont remerciés. Mais finalement, ce qu'on n'avait pas soupçonné et le plus beau retour qu'on a eu, c'est de l'engagement des salariés. Derrière, sans dire, mais c'est vachement bien ce qu'on fait, quoi. Et là, on embarque tout le monde et après, effectivement, tout le monde est embarqué dans cette approche sociale et c'est de la RSE, ça aussi.
Mais là, c'est plus moi qui le fais tout seul, c'est des salariés qui vont s'appliquer, qui vont y mettre de l'énergie, et encore une fois, un engagement dans toutes les strates de l'entreprise, quel que soit au niveau de la direction commerciale, comme de la personne qui nettoie un matériel avant de partir. Donc voilà, on parle d'impact, et là, c'est l'impact territorial, mais c'est l'impact aussi dans l'entreprise, dans l'engagement des salariés pour des choses qui font sens, quoi. Oui, mais là, c'est très concret parce que finalement, vous traduisez des discours RSE par des actes et vous allez encore plus loin et vous démontrez que toutes les entreprises ont une capacité d'engagement qui, en réalité, est immense. Oui, et puis encore une fois, là-dessus, c'était simplement, quand je parle de mettre l'humain au centre, moi, quand j'ai cette action-là, c'est pas réfléchi. Il y a un côté instinct, parce que ça me paraissait tellement logique. Nous, on traversait la crise pas trop mal, et il y en avait qui galéraient, donc nous, c'était logique de les aider. Et finalement, là, il y a des conséquences aussi derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec Grand Paris Sud pour leur fournir, dans le cadre de la loi AGEC, des matériels. Là, on n'est plus dans la notion de don. Et finalement, peut-être que si on n'avait pas fait ça, on ne l'aurait pas fait. Donc, c'est un retour, mais qui n'était pas fait sciemment, en fait. On a fait quelque chose parce qu'on avait envie de le faire. Et derrière, il y a des impacts et des conséquences positives. Très bien. Toujours. Pierre Minaudy, une réaction. Je sais que vous travaillez à Montpellier, je crois, avec d'autres acteurs économiques pour réfléchir à dupliquer votre modèle qui est tout à fait vertueux. Oui, tout à fait. En fait, sur la question des indicateurs, nous, déjà, on a été accompagnés. Donc, il y a beaucoup de sociétés de conseil qui accompagnent en fait sur les indicateurs. Donc moi je l'ai cité, on a été accompagné par Elix, voilà, qui est une boîte de conseil qui aide aussi les boîtes de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, mais pas que, sur des indicateurs en fait, voilà, de performance à impact social ou environnemental. Et nous on a décliné les indicateurs par partie prenante. Et en fait, ce type d'organisation a été théorisé par Frédéric Laloux, pour ceux qui le connaissent, dans Reinventing Organization. C'est le nom du bouquin, et qui parle de système Opal. Donc si ça vous intéresse concrètement d'aller voir comment on peut mettre ce genre d'organisation en place, allez piocher là-dedans. Il y a toute une littérature et plein de sites qui existent pour savoir comment finalement on peut construire une organisation un peu différente. Donc ça, c'est très concret, allez voir. Et puis à chacun de se l'approprier. Et comme tout entrepreneur, on le met à sa sauce. Donc voilà, c'est quelque chose de très concret. Et puis après, il y a tous les acteurs de la société. Donc nous, c'est vrai qu'on est beaucoup connecté à des entreprises, enfin des associations par exemple sur la diversité, comme Facero, parce que nous, on est à Montpellier, qui travaillent sur la diversité. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est au-delà des relations qu'on peut avoir. Nous, on a engagé nos collaborateurs et nous, en tant que dirigeants, dans des groupes de travaux pour travailler sur les conditions de travail, sur la mixité, sur la diversité. Donc ça, c'est du temps qu'on donne, nous, bénévolement à l'association. Mais en retour, parce qu'il y a toujours un retour quand on travaille avec des acteurs sociaux, des associations locales, eux, ils nous forment. Ils forment nos salariés sur de la mobilité, sur la digitalisation. Sur la digitalisation, c'est un vrai enjeu pour nous parce qu'on travaille en mode déplacé. Donc déjà, comment on arrive à se déplacer, comment on utilise un portable qui est réemployé par ATF, mais globalement, c'est un peu ça quand même. C'est parce qu'on a des publics qui ne savent pas se servir tout simplement d'une application pour se déplacer. Nous, on travaille avec des gestions de planning de manière digitale parce que les plannings peuvent changer un peu. Il y a un client qui annule, etc. Tout ce mode d'apprentissage, en fait, on le fait aussi avec des associations qui finalement forment à notre place parce qu'elles sont bien plus compétentes que nous pour former sur ces choses-là. Donc voilà, c'est des exemples très concrets de ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise quand on crée des connexions avec les associations locales. Dans l'insertion, c'est encore plus vrai, puisque dans l'insertion, il y a toute en fait une chaîne de valeur qui existe, qui part de Pôle emploi, mais aussi des groupements d'employeurs qui sont structurés pour accompagner les personnes en inclusion, qui passent par les associations d'insertion et les entreprises d'insertion. Et en fait, tout le but finalement de l'insertion, c'est d'arriver à stabiliser des personnes et de leur trouver un emploi. Donc nous, on est à la fois, on va être, je l'espère, bientôt entreprise d'insertion, donc on va pouvoir jouer ce rôle d'accompagnement et de ce qu'on appelle sortie positive dans l'emploi sur les salariés en insertion. Mais en recrutement, on est aussi en sourcing d'autres entreprises d'insertion ou d'autres associations d'insertion parce qu'il y a des personnes qui ont été insérées et qui maintenant, il faut leur trouver un CDI. Et nous, c'est une formidable source aussi de recrutement, tout simplement.
Merci pour toutes ces informations. Sylvain Coutier, je vous laisse réagir. J'en Ouais, profite je- simplement pour dire juste qu'il y aura un pour temps rebondir de... sur ce que disait Pierre. Oui, bien évidemment. Alors, l'aspect économique est primordial parce que c'est le troisième pilier de la RSE. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, ça permet de pouvoir agir concrètement sur l'environnement et sur l'écologie. Et souvent, moi, je vois que ce soit les entreprises d'insertion ou les entreprises adaptées, on a souvent des remarques qui nous disent « Ah oui, mais vous n'êtes pas une entreprise ordinaire ». On a souvent tendance à associer ces entreprises-là à de la précarité, à de la non-qualité, etc., à de la non-compétence. Et finalement, quand on arrive à montrer, ce qui est le cas de groupe ATF, mais de plein d'autres structures, c'est-à-dire d'avoir de la performance économique, d'être une entreprise de croissance qui génère des résultats et qui génère des bénéfices, d'avoir une vraie politique de préservation de l'environnement, donc une approche RSE sur l'aspect environnemental, et d'avoir un impact sociétal fort. Finalement, oui, on n'est pas une entreprise ordinaire. Dans ces cas-là, on est une entreprise extraordinaire. Voilà. Et que ça, encore une fois, je pense aujourd'hui, mais tout part de l'humain et de la volonté du dirigeant. Oui, on prend des risques en tant qu'entrepreneur, on investit, on prend des risques financiers. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas tout seul et sans les salariés, on n'est pas grand-chose. Très bien, merci. Alors, y a-t-il des questions des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Oui, on a des questions. Bonjour messieurs, je vais faire le relais du chat qui vous remercie pour ces échanges très inspirants. Sylvain, on a une question rapide pour vous. On demande si vous pouvez rappeler le nom de l'outil d'impact territorial que vous avez évoqué. Oui, c'est un outil qui s'appelle Biome, B-I-O-M, Attitude. Merci beaucoup. Une question pour vous, Pierre. Est-ce que vous pouvez revenir sur le CFA que vous allez créer, s'il vous plaît? Alors, on n'a pas créé nous de CFA directement, parce que en fait, mon associé, dans son parcours professionnel, a créé des CFA. Donc, on a la compétence en interne pour monter un centre de formation. Mais justement, comme on a monté cette compétence en interne avec un vrai parcours de formation, là, on se pose la question, en ce moment, stratégiquement, comment on a créé ça? D'en faire une entité stratégique, de la sortir de l'entreprise artisane pour créer en fait un CFA et un centre de formation. Lié à ce qu'on veut faire nous, hein, et de former aussi dans notre modèle et dans notre volonté en fait, d'avoir un vrai impact. Donc là, tout l'enjeu, et mon associé est en train de réfléchir au business plan de cette partie-là, effectivement d'extraire ce qu'on a créé dans l'entreprise et de le monter en centre indépendant pour que d'autres acteurs en fait, de notre territoire ou au-delà, hein, on peut rêver aussi, puissent s'engager en fait, dans des démarches de formation. Et donc, le nom du CFA, comme on veut le créer à l'externe, je pourrais vous le donner d'ici fin d'année, puisqu'on créera la marque de ce centre de formation en fin d'année. Je fais un peu de teasing, hein, j'en profite. Y a-t-il d'autres questions? Oui, on nous demande, je pense que c'est une question ouverte à tous les deux, comment est-ce que vous sensibilisez vos salariés et vos fournisseurs sur le sujet du handicap? Les salariés, c'est assez facile. Hein. Déjà, je pense que c'est de ne pas faire de distinguo. Moi, il y a une chose que je me suis toujours attaché à faire depuis l'origine, c'est qu'on reçoit un certain nombre de clients chez nous, et c'est que finalement, le client ne se rend pas compte quand il visite l'entreprise et l'usine de voir finalement qui a l'étiquette handicap et qui ne l'a pas. Donc, encore une fois, ça reste un salarié. Je vais donner une statistique qui résume ça. Aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Je crois que les handicaps de naissance, encore une fois, c'est aussi que 30%. Donc, encore une fois, c'est finalement adapter le poste de la personne pour créer un environnement de travail qui soit compatible avec sa pathologie. Nous, en tant qu'employeur, on n'est pas censé savoir, entre guillemets, le handicap que porte la personne. La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est de savoir quel aménagement elle a besoin sur son poste de travail pour pouvoir travailler, entre guillemets, le plus normalement possible. À partir de là, voilà, le handicap en tant que tel n'est pas un sujet, c'est un salarié. Et c'est un être humain et un salarié au même titre que les autres. Donc c'est finalement, je ne vais pas dire, encore une fois, en tenir compte en amont, mais pas forcément le dire. Et quelque part banaliser un peu cette situation-là. La personne n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est handicapé, elle le sait déjà et c'est déjà suffisamment compliqué pour elle. Donc finalement, c'est la considérer simplement comme un autre salarié. Ça, c'est d'un point de vue interne, on va dire.
Et puis, vis-à-vis des clients, de toute façon, je pense que le meilleur moyen de montrer que le handicap n'est pas un sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être une entreprise performante qui est reconnue pour ça, pour la qualité de son travail, c'est-à-dire qui est capable de remporter un marché dans une contrainte économique, dans un niveau de service et dans un délai imparti. À partir du moment où on remplit cette clause-là, voilà, on est reconnu pour ce que l'on est et de la manière dont on performe. Et donc finalement, oui, et derrière, on peut insister, dire, oui, mais on le fait également avec une très grosse majorité de personnes fragilisées. Et finalement, ça fait tomber les stéréotypes. Ouais, je rejoins ce qu'a dit Sylvain. Alors nous, on a moins de travailleurs dits handicapés, mais on en a quand même dans l'entreprise, même si on n'est pas une entreprise adaptée. En fait, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser, qui m'a d'ailleurs été donnée par Facero récemment. C'est notamment à deux endroits un peu clés. Le premier, c'est le recrutement. C'est-à-dire, c'est de poser cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que pour votre emploi, vous avez besoin d'un aménagement de votre environnement? Et quand on dit environnement, ça peut être large. Parce qu'en fait, si on choisit ce mot-là, c'est pas pour rien. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'étudiants ou de personnes qui ne pouvaient pas travailler à temps plein. C'est un aménagement d'environnement. Mais pour un travailleur handicapé, c'est un autre type d'environnement qu'on aménage. Et donc, en fait, si on retourne en fait la question en la posant finalement positivement, en disant, pour débloquer les freins à l'emploi, de quoi vous avez besoin pour que vous aménagez votre temps de travail ou votre poste, dites-nous, qu'on le sache pour qu'on puisse être performant ensemble, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une question qui peut être assez simple pour en parler à ses collaborateurs ou ses futurs collaborateurs. Ça peut être dans les entretiens aussi annuels, parce que des fois, il y a des événements en vie qui ne sont pas partagés par les collaborateurs, qui peuvent créer une situation de handicap. Donc ça peut être une petite chose simple en termes de process RH. Et le deuxième point, c'est au niveau des réunions. Parce que nous, on fait des réunions de communauté. Et là, c'est quelque chose, ce petit astuce m'a été donné récemment. Donc nous, notre prochaine réunion de communauté, en termes d'inclusion et de démarrage de réunion, on va demander, est-ce que pendant la réunion, est-ce que quelqu'un a besoin d'un aménagement pour cette réunion? Mais dans l'aménagement, ça peut être du temps, c'est-à-dire j'ai besoin de partir plus tôt ou plus tard, ou arriver plus tard, ou est-ce que j'ai besoin d'un aménagement par rapport à mon handicap? Nous, on a dans l'entreprise une salariée qui est sourde de naissance, et donc tout le monde le sait, mais en fait, pour les nouveaux arrivants, à chaque fois, il faut en reparler. Donc en fait, c'est toute la problématique. Donc du coup, le fait de l'ancrer dans les processus de l'entreprise, dans son organisation, par des questions simples, ça permet à tout le monde finalement de faire la découverte des handicaps sans stigmatiser une personne. Y a-t-il d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions. On a des réactions, dont une qui résume bien ce que je pense vous avez apporté aujourd'hui. C'est un bravo. Et donc vraiment, merci beaucoup. Le chat en parlait aussi pour ces échanges inspirants et ces exemples très concrets. Merci. Merci à tout le monde. Pierre Minaudier, Sylvain Coutil, merci d'avoir été avec nous ce matin pour partager toutes ces informations vivifiantes. Cette matinée de la semaine, cette dernière matinée de la semaine de l'entreprise, je vais y arriver, responsable et inclusive, organisée par le Mouvement des entreprises de France et la FMD touche à sa fin. Merci à tous nos intervenants pour leur engagement en faveur de l'égalité des chances. Merci Anne-Laure Thomas, merci Joanne Titron, coprésident de la FMD, Geoffroy Roux de Bézieux, bien sûr, le président du Mouvement des entreprises de France. Merci à tous nos partenaires engagés et bien sûr aux équipes du MEDEF et de la FMD qui ont travaillé de longues semaines sur la préparation de cet événement. Vous pouvez retrouver toutes les séquences de cette semaine d'ici quelques jours sur les sites du MEDEF, de la FMB et la plateforme Imagina.